Bonjour à tous. Est-ce que vous me voyez? Bonjour à tous. Bienvenue dans le bus. Je vois que vous avez perdu Isabelle. Bienvenue dans le bus. Oui, dans le bus Adopte le digital. Alors, vous allez me dire qu'est-ce que c'est que cette histoire de bus et de Webusnar. On va tout reprendre depuis le départ. Donc, Adopte le digital a pour objectif d'aller à la rencontre des dirigeants d'entreprises en bus et de vous proposer des sessions de sensibilisation pour vous aider à vous lancer dans votre transformation numérique. Ça, c'était dans le monde d'avant. Donc, dans le monde d'avant, nous avions effectivement un bus et nous avions des sessions physiques pour vous rencontrer et vous aider à faire vos premiers pas dans la transformation numérique de votre entreprise. Aujourd'hui, dans le monde d'après, donc plus aucune entreprise ne doute de la nécessité d'utiliser les outils digitaux pour avancer. Et dans ce monde d'après, nous avons nous-mêmes digitalisé Adopte le digital. Nous, finalement, nous avons ce que nous préconisons dans nos sessions, eh bien, nous le sommes appliqués à nous-mêmes. Donc, nous venons toujours à votre rencontre, en bus et en session, mais virtuelle. Donc, ce nouveau mot qui sera le Webusnar. C'est un peu plus pratique pour nous également pour se garer, c'est plus facile à garer, et plus pratique pour vous, puisque vous êtes derrière votre écran et vous n'avez pas besoin de vous déplacer. En complément de ces Webusnar, nous avons créé une plateforme, la plateforme de la transformation numérique des entreprises, pour vous aider à trouver des solutions. Vous avez des fiches pratiques et vous pouvez également trouver des adoptés de confiance qui vont pouvoir vous accompagner dans votre transformation numérique. Adopte le digital est devenu vraiment un tiers de confiance entre vous, les entreprises qui avaient besoin de solutions, et nos adoptés experts qui ont des solutions. Pour ce premier Webusnar, pour lancer ce premier Webusnar, nous le faisons en présence de nos partenaires que je remercie chaleureusement, et nous allons aborder un thème un peu plus général post-Covid. En revanche, les futurs Webusnar, eux, nous aborderont un thème très précis sur la transformation numérique en présence de nos adoptés qui pourront vous accompagner et vous donner les solutions. Je vais donc vous inviter à répondre à un sondage. Vous avez un onglet à droite de votre écran où il y a écrit sondage, où il y a une question qui est posée pour nous guider, pour savoir quel est le thème du prochain Webusnar que vous aimeriez que nous abordions pour vous aider dans votre transformation numérique. Vous avez également un onglet questions. Donc pour l'instant, je vois qu'il y a déjà une question qui a été posée. Je le regarderai tout au long du Webusnar et nous prendrons quelques minutes à la fin pour justement répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas vraiment à répondre déjà au sondage. Bonjour Thomas. Bonjour. Je vais du coup tous vous présenter. Donc je vais accueillir mes invités qui sont issus de 5 domaines différents et qui vont donner leur vision sur le rebond et la reprise d'activité, vue sous 5 prismes différents. Les RH, les logiciels, le réseau, le collaboratif et les assurances. Je vais accueillir Nathalie Lamy en premier. Tu es directrice marque et communication Alliance France. Ta vision, toi, sera assurance et régionale, puisqu'il ne faut pas oublier que vos agents en région sont des entrepreneurs et sont des chefs d'entreprise avant tout. Il y en a beaucoup qui sont connectés aujourd'hui. Et la première question que je vais te poser, que je vais poser à tout le monde en les accueillant, c'est Nathalie, pourquoi Alliance France a décidé de soutenir Adopte le digital? Alors déjà, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci Lalé pour ce premier Webusnar. Moi, je suis ravie d'y participer. Alors, Alliance France, on a souhaité, dès le démarrage, soutenir l'initiative d'Adopte le digital parce que, comme toi, Lalé, nous sommes vraiment convaincus de l'importance de la digitalisation des entreprises pour répondre aux attentes des clients qui évoluent énormément et encore plus dans le monde d'après. Et c'est vrai que pour être présent aujourd'hui et avoir cette présence digitale, cette présence requiert un certain nombre d'expertises, de compétences, d'outils, ce que propose la plateforme Adopte le digital. Et donc, on avait à cœur de nous associer et de partager, nous aussi, les best practices qu'on a pu développer tout au long de ces dernières années dans le cadre de la transformation digitale d'Alliance et de la mettre à profit de toutes les PME qui rejoindraient ton initiative. Donc, merci. Encore un nouveau ravi de toi. Merci Nathalie et bienvenue. Émilie Le Goff, tu es fondatrice de Troops
fraîchement nommée coprésidente de la French Tech de Lyon-Saint-Étienne. Toi, tu vas avoir une vision RH et start-up. Et ma première question, comme Alliance depuis le départ, vous êtes des partenaires fondateurs, pourquoi as-tu décidé de soutenir Adopt le Digital depuis le départ? Ah, Jules, on t'entend pas. Est-ce que c'est moi qui… C'est tout. Vas-y. Alors, je suis ravie déjà de participer à ce premier webinar. Alors, moi, j'ai voulu rejoindre Adopt le Digital, effectivement, faisant partie un peu de l'écosystème startup French Tech. Le digital, pour moi, c'est fondamental et c'est fondamental de tous arriver, en tout cas, à digitaliser nos process, au-delà de digitaliser l'entreprise. Et il y a plusieurs entrepreneurs pour qui c'est un peu plus compliqué de concrétiser en fait la digitalisation. Et grâce au bus, avec la formule magique, ça apparaît beaucoup plus concret. Et en plus, le bus vient à eux. Donc, je trouve que c'est un projet qui est génial. Et évidemment, j'ai voulu y participer tout de suite. Et là, il est encore plus à eux, parce que le côté pratique du Webusnar. Au cœur de la maison, quoi. Et un peu plus facile à organiser et à garer, comme je disais. Ensuite, Pierre-Antoine Thiebaud, tu es directeur marketing opérationnel et communication chez Bouygues Télécom Entreprises. Ta vision va être réseau. Bonjour. Ta vision va être réseau et région. C'est finalement cette région qui nous a reliés, puisque quand je vous ai contacté chez Bouygues Télécom Entreprises, c'était suite. C'est quand j'ai regardé cette publicité de la jeune fille qui allait voir sa grand-mère en région, etc. Donc, je me dis, mais ça, c'est pas possible qu'il n'y ait pas un fournisseur d'accès Internet chez Adopt le Digital. Et en plus, on a vraiment le même ADN et la même envie. Donc, je fais ça. Oui, ben merci. Ouais, merci Lalé. Non, effectivement, c'est vraiment fondamental pour nous. En fait, on le répète souvent chez Bouygues Télécom Entreprises, le dirigeant de PME, c'est une sorte enfin pour nous, c'est une sorte de héros, quoi. C'est un héros. Il a de plus en plus de demande de plus en plus de choses, et puis en même temps, malheureusement, c'est un héros solitaire. Toutes les études montrent en fait qu'il a vraiment la quête du non-isolement parce qu'il n'y arrive pas. Et donc, ça fait longtemps qu'on se pose la question, mais comment faire, quoi? Comment faire pour aider à ce qu'ils comprennent, pour aider à ce qu'ils progressent, pour aider à ce qu'ils puissent évaluer les différentes solutions, qu'il ait des alternatives. Et ça fait longtemps qu'on cherche un peu cette notion de tiers de confiance qui pourrait, parce que sinon ça tourne vite à la promotion, hein, et c'est pas le but. Et donc voilà, et donc c'est pour ça que pour nous, d'abord, ça se fait en région, c'est en proximité, ce qui est un des ADN de Bouygues Télécom Entreprises, et puis de trouver quelqu'un qui a ambition d'aider les dirigeants de PME, hein, et voilà. Et donc pour nous, c'est vraiment une évidence. Merci Pierre-Antoine. Gaëtan de Sainte-Marie, tu es président fondateur de Cantis et ta vision va être une vision PME et collaboratif, puisque tu as en effet écrit le livre il y a 4 ans, Ensemble on va plus loin. Donc pourquoi as-tu décidé de soutenir avec Cantis Adopt le Digital? D'abord parce que Adopt, c'est une solution concrète. Et nous, notre métier avec Cantis depuis 20 ans, c'est d'apporter des solutions concrètes à nos entreprises, à nos 20 000 entreprises en France. On a commencé par les économies il y a 20 ans. Et comme toute la journée, régulièrement, on regroupe nos adhérents, les dirigeants de nos PME pour leur demander ce dont ils ont besoin. Ils nous font leur retour de terrain. Et il y a 2 ans, probablement, ils nous ont dit qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble digitale. Et donc pour nous, Adopt est la solution parce qu'effectivement, ça permet de proposer une palette de solutions à nos adhérents, à nos 20 000 PME. Donc c'est pour d'être partenaire. Puis on est aussi partenaire, bien sûr, pour l'énergie de la dirigeante d'Adopt, puisque comme le disait Pierre-Antoine juste avant moi, dans les PME, ce qui est aussi important, c'est les hommes et les femmes qui les composent. Donc voilà, on est ravis de faire partie de ce projet, de cette aventure. Merci Gaëtan. Merci beaucoup. Thomas Koustenov, tu es directeur TPE-PME chez Microsoft France. Donc, ta vision sera logiciel et outils de productivité pour les PME. Donc, toi, pourquoi as-tu décidé, presque depuis la première heure également, de soutenir Adopt le Digital? Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Lalé. Donc, ce qui a fait qu'on a voulu rejoindre aussi ce projet, c'est tout d'abord les valeurs. Avant toute chose, beaucoup d'aventures sont d'abord humaines. Donc les valeurs qui sont portées par Adopt le Digital, qui se veut aussi très pragmatique dans l'approche.
on est quand même dans un pays où il y a plus de retard qu'ailleurs en termes d'adoption et de transition numérique. Ça a été présenté au Sénat l'année dernière. Il y a tout un rapport que je vous invite à consulter qui est passionnant. Mais une fois qu'on a fait le constat, ça suffit pas. C'est important qu'on puisse aussi agir. Et je rejoins complètement ce que disait Gaëtan tout à l'heure. Aujourd'hui, il n'y a pas encore suffisamment de dispositifs en France pour pouvoir justement agir sur sa transition numérique, sachant que c'est pas une finalité en soi, c'est un projet au long cours. Et donc, ce qui est important, c'est de savoir comment on démarre et surtout comment on construit une culture de l'apprentissage permanent. Et c'est un peu la philosophie qui est derrière Adopte le digital que j'aime beaucoup, au-delà de la partie proximité et du bus, qui permet de matérialiser quelque chose dans un monde qui est très digital. Comme quoi, le tout digital, voilà, moi, j'y crois pas forcément. Je crois plus à une approche hybride. Mais en tout cas, voilà, c'est cette philosophie et comment ensemble on avance, on va plus loin. Voilà, c'était aussi ça qui a fait qu'on a voulu rejoindre ce dispositif. Alors, bien entendu, Microsoft, il y a beaucoup de PME qui utilisent au quotidien les outils de Microsoft. Mais voilà, au-delà des outils, c'est plus l'accompagnement, la transformation, comment on embarque les équipes, comment on développe cette culture de l'apprentissage qui font qu'on a voulu rejoindre aussi ce projet. Super, merci à tous les 5. Je vous propose qu'on commence par la première question, un petit peu généraliste. Donc, votre vision dans le monde d'après, vue sous votre prisme, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez pu constater dans votre entreprise, dans votre réseau? Est-ce que vous avez vu des tendances émerger, des comportements suite à dans le monde d'après, suite à cette crise sanitaire? Gaëtan, je vais commencer par toi parce que chez Cantis, je sais qu'avec vos 20 000 entreprises là, adhérentes, vous avez des comités de pilotage et vous avez régulièrement ces adhérents en ligne. Donc, je sais que tu as eu des retours terrain vraiment d'entreprises. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit, qu'est-ce qu'ils t'ont confié finalement, qu'est-ce qu'ils se sont confiés entre eux, ces dirigeants d'entreprises terrain? Ce qui était assez flagrant, c'est que finalement, on a créé cette boîte ensemble il y a 20 ans et finalement, pendant le confinement, on n'a jamais été autant en lien. Parce que si je fais un petit retour en arrière, les 15 premiers jours, après avoir fermé les bureaux, entre guillemets, finalement, l'ensemble de l'équipe Cantis a été très en lien avec nos adhérents, nos fournisseurs pour les accompagner, pour les écouter, pour voir si on pouvait les aider d'une manière ou d'une autre. Et puis petit à petit, nos adhérents qui sont dans tous les secteurs d'activité de toutes les tailles, de la TPE à l'ETI, nos adhérents puis nos fournisseurs se sont progressivement arrêtés. Et du coup, là, on est rentré un peu dans une autre phase où là, notamment les dirigeants de ces PME, de ces ETI, ils avaient besoin de continuer à être en lien entre eux, de s'écouter, de partager leurs problématiques, les bonnes solutions, etc., etc. Et du coup, très vite, on a organisé, alors ce qu'on fait habituellement, mais sur des durées plus longues, mais là, très vite, on a organisé des comités de pilotage, donc qui sont composés de nos principaux dirigeants, de nos principaux adhérents. Et pour le premier, par exemple, on l'a proposé, je me souviens, c'était un vendredi soir, pour le mercredi matin. Et le mercredi matin, on était 25 autour de l'écran, alors que c'est quand même pour l'essentiel des patrons d'ETI ou de grosses PME. Et on avait prévu 1 heure et demie de comité de pilotage et ça a duré 2 heures et demie parce qu'il y avait vraiment un besoin de partager, d'échanger, de trouver des solutions co-construites nouvelles par rapport à cette solution. Voilà, puis il y avait un besoin d'être rassuré. Donc finalement, si je me projette sur l'après, je me dirais que ça va être un renforcement de ce qu'on faisait avant. C'est-à-dire que ça fait 20 ans qu'on dit les PME, elles sont plus fortes quand elles travaillent ensemble. Ce confinement, pour moi, n'a fait qu'accélérer encore ce principe-là. Et donc, la co-construction, le travail ensemble font que ces PME, ces ETI, elles seront plus fortes encore demain. Et bien entendu aussi en utilisant des outils digitaux. Mais ça, je crois que c'est la question suivante. Merci Gaëtan. Je vois une question de Florence. Merci pour votre question. Effectivement, le sondage est maintenant en ligne. Je suis navrée, je l'avais laissé en brouillon, donc il n'était pas visible. C'est également mon premier Webusnar, donc on est en direct. Donc voilà, maintenant vous avez le sondage qui doit être visible. Vous pouvez répondre vous pouvez répondre aux questions. Merci Gaëtan du coup, pour ta réponse. Nathalie, toi donc chez Alliance France, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Qu'est-ce que tu vois émerger dans le monde d'après
vis-à-vis de tes agents ou peut-être en interne. Peut-être ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir aussi une vision grand groupe, puisqu'il y en a 3 grands groupes et 2 entrepreneurs, et entre Gaëtan et Émilie, et puis Pierre-Antoine, Nathalie et Thomas, des grands groupes. Donc, Nathalie, toi, qu'est-ce que tu vois émerger et des tendances dans ton réseau? Alors, je rejoins également, moi aussi, le point de Gaëtan sur la nécessité de créer du lien et de communiquer. Ça, on l'a vu très clairement pendant toute la période Covid, c'est-à-dire l'importance dès les premiers jours de partager de l'information, de partager et de communiquer, que ce soit envers ses collaborateurs, envers ses clients, envers ses partenaires, pour garder ce contact et échanger. Donc ça, c'est primordial. Et j'ai envie de dire que pour le monde d'après, pour des entreprises de grande taille comme de petite taille, l'enjeu, c'est d'avoir ces données, d'avoir les données de ses clients, d'avoir les numéros de téléphone, d'avoir les adresses email, parce que le jour où on change de façon de travailler et où on doit passer, comme on l'a fait là, au tout digital, si vous n'avez pas toutes ces données de contact, et ben forcément, on se rompt d'une partie de ses clients, on se rend d'une partie des contacts. Et donc ça, c'est primordial. Donc ça, c'est un point essentiel. Le deuxième, c'est qu'on a vu pendant toute cette période-là la nécessité d'apprendre à travailler différemment. Donc la nécessité, évidemment, d'ajuster et d'évoluer dans ses façons de travailler, l'acceptation d'être à distance, de pas forcément avoir la maîtrise complète sur ce qui pouvait être fait par ses équipes, ses partenaires, et d'avoir davantage confiance. Donc le point de la confiance aussi est essentiel. Et on se rend compte finalement que on a beaucoup d'idées, beaucoup de choses qui ont émergé du bottom-up. Donc que ce soit des collaborateurs, des partenaires, des clients, des startups, on a des idées nouvelles qui ont émergé. Et donc je partage le point de Gaëtan qui est de dire que c'est très important de brainstormer, de partager des bonnes pratiques de façon régulière et avec des populations très différentes pour avoir cette variété d'informations et d'idées. Et Nathalie, juste, je te coupe quand tu dis bottom-up, parce que alors, ça aussi, c'est une particularité chez Adobe le Digital, c'est qu'on essaie d'utiliser les mots français et on essaie d'utiliser des mots très simples parce que nous. Tu as raison, pardon. Voilà, donc. C'est le fait de dire plutôt que les décisions soient prises d'en haut et que le patron d'une grande entreprise ou d'une PME, parce qu'il l'a décidé tout seul ou avec son comité de direction, décide de développer certaines solutions ou de lancer des initiatives, qu'on puisse sonder l'ensemble de ses collaborateurs, de ses clients, de ses partenaires pour phosphorer davantage et ouvrir un peu les chakras et aller chercher des bonnes idées à droite à gauche. C'est ce que font beaucoup les grands groupes. C'est ce qu'on a fait nous aussi pendant la période Covid avec beaucoup de nos partenaires startups. Et c'est comme ça qu'on a aussi, quand on est ouvert à aller intégrer des idées qui peuvent venir de personnes tierces, partout dans l'entreprise, partout dans l'écosystème, ça permet aussi d'accélérer l'innovation. Donc si on résume un petit peu aussi ce que tu dis, Nathalie, ça veut dire aussi qu'il y a un état d'esprit qui est obligé de changer. C'est-à-dire que l'histoire de bottom-up, il faut faire confiance à ses collaborateurs, il faut laisser émerger des nouvelles idées et laisser la place aux collaborateurs de s'exprimer. C'est ça aussi. Tout à fait. Et je trouve qu'on y a été aussi un peu obligé pendant cette période. Et donc, ça a facilité, à mon sens, cette ouverture d'esprit et la confiance qu'on a forcément dû accorder aux équipes, aux partenaires, parce que on les voyait pas forcément, on n'avait pas la main mise totale là-dessus. Et donc, ça a forcément fait évoluer, je pense, plus rapidement les mentalités, l'état d'esprit pour qu'on aille vers un monde un peu plus ouvert. Merci Nathalie. Thomas, toi de ton côté, chez Microsoft France, quelle est ta vision du monde d'après et qu'est-ce que tu as vu émerger et peut-être des exemples concrets? Alors déjà, nous, on a vécu ces 3 phases, comme beaucoup, une phase un peu réactive, qui a été finalement une mobilisation forte de tout notre écosystème de partenaires. Il y a eu beaucoup d'échanges très intenses avec nos clients. On a fait des agoras virtuels, on a fait des cafés virtuels. Je pense qu'on n'a jamais été autant en contact avec notre écosystème depuis le début de la crise pour tout un tas de sujets, des sujets liés à la flexibilité financière, à la mise en place de Teams notamment. Voilà, en 2 mois, on a fait une transition numérique qu'on aurait dû mettre 2 ans à faire. Donc, il a fallu monter les infrastructures, il a fallu mobiliser les partenaires, il a fallu accompagner les clients. Voilà, donc ça a été
Oui. Microsoft, vous êtes transformé, vous avez transformé, vous avez fait votre transformation numérique aussi. Quand tu dis on a mis 2 mois à faire quelque chose qu'on aurait mis 2 ans à faire. Pas forcément nous, Microsoft, mais ce sont nos clients et nos partenaires. Là où il y avait des réticences sur le télétravail ou des blocages sur l'utilisation d'outils de visioconférence, par exemple, ou de plateformes pour faire du travail en temps réel, voilà, ces verrous ont sauté d'un coup. Donc, ce que ça a fait gagner 2 ans de transformation numérique, en tout cas sur ce sujet-là, du collaboratif à beaucoup d'entreprises. En revanche, ce qui est venu avec ça, c'est le besoin massif de former. Parce qu'un outil ne fait pas tout, il faut aussi savoir ajuster le système managérial, il faut mettre en place des référents pour ne pas dépendre à 100% d'un partenaire informatique tiers, il faut aussi s'approprier sa propre transition numérique. Et donc ça a nécessité aussi chez nous de faire grandir des rôles de ce qu'on appelle des Customer Success Managers, qui sont des nouveaux rôles qui aident vraiment les clients à déployer, à s'assurer que le numérique fait partie du quotidien et finalement il devient un non-sujet. Voilà, le vrai sujet, c'est le business de la PME. C'est pas forcément uniquement la visioconférence. Donc ça a été cette période réactive qui a été très intense. On commence à rentrer dans une période qu'on appelle de reconstruction. Et là, je rejoins les propos juste avant, c'est-à-dire que on essaie de travailler avec nos partenaires et avec un écosystème de façon différente. Et c'est pour ça qu'on a annoncé il n'y a pas très longtemps, la semaine dernière, une initiative collective qui s'appelle Ma PME numérique, où on s'est regroupé avec des acteurs comme Solocal, comme Inextenso, qui est un cabinet d'expertise comptable. On s'est tous regroupés ensemble en se disant qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour venir en soutien aux PME. Voilà. Il y a beaucoup de recommandations qui sont faites par des institutionnels. Il y a beaucoup mais là encore, il faut beaucoup de pragmatisme, je pense, à ce stade, parce qu'il y a plein de boîtes qui souffrent sur leur trésorerie et qui ne savent pas vraiment comment faire cette transition numérique. Donc, c'est très important aussi dans cette phase un peu de rebond qu'on puisse s'accompagner. Et ça, je pense que fondamentalement, ça a changé aussi la façon dont on approche les PME aujourd'hui. On a bien conscience qu'on ne peut pas y aller seul. Il faut qu'on y aille à plusieurs. Et on ne peut pas attendre de l'État tout. C'est aussi à des acteurs privés de prendre l'initiative de faire cet accompagnement. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de fondamental qui va changer. C'est cette capacité à travailler en écosystème pour apporter des réponses dans le temps. Très bien, merci. Merci Thomas. Émilie, toi, tu voudrais dire quelque chose sur ta vision du monde d'après, alors avec ta casquette start-up et coprésidente de la French Tech et RH aussi, puisque tu peux expliquer aussi Troops, tu as créé donc Troops, un outil qui digitalise les RH. Je te laisse. Qui digitalise les agences d'intérim, donc un produit à destination des groupes d'intérim. En fait, il y a eu, je pense, là où il y a eu moins de changements, c'est peut-être dans l'écosystème des startups, parce que pour le coup, on avait beaucoup d'habitude en amont de travailler en remote, enfin en télétravail. Voilà. Et donc là, par contre, on a été obligé. Donc effectivement, on a vu peut-être les problématiques de travailler en remote, en télétravail à 100%. C'est-à-dire que quand on se voit plus du tout, on échange uniquement par Slack ou mail, etc. Au bout d'un moment, on a eu des tensions qu'on n'avait pas avant. C'est-à-dire que quand on échange par mail, même si on a des téléphones, même si on a des visios, le soir, on ne va pas boire des coups ni rien. Donc là où on arrivait à désamorcer un petit peu les tensions qu'il peut y avoir quand on a une charge de travail qui est hyper forte, là, on n'y arrivait pas forcément. Donc, en termes de management, on a dû de 2-3 semaines. Alors, on a fait des apéros visio, on faisait des coups à distance entre salariés, sûrement des choses qu'on maintiendra après. Par contre, ça a quand même accéléré. La plupart des startups, on a des groupes WhatsApp en fonction des réseaux, etc., qui déjà travaillaient beaucoup en remote, mais qui avaient quand même des bureaux. Il y en a carrément qui ont lâché leur bureau, donc en fait obligatoirement, il n'y a plus de bureau, donc obligatoirement on bosse de chez soi, mais avec l'obligation de se voir 2 ou 3 jours en séminaire par mois. Oui. Donc pendant 2 ou 3 jours, ça peut être n'importe où en France, ou en tout cas dans la ville où il y a le siège social sinon.
Et du coup, l'idée, c'est pendant ces 2 jours de faire un point stratégique, de voir les points de blocage qu'il peut y avoir, etc. Et le reste du temps, on a le confort, si on n'a pas une famille un peu trop bruyante à côté, du télétravail, entre guillemets, quoi. Donc vraiment, ça a quand même changé, ça a renforcé en tout cas cette manière de travailler, mais il a fallu s'adapter effectivement en termes de management et de pratique. Et puis voilà. Après, quand on va dans une start-up, on cherche en général plutôt de bien-être. On a du mal à avoir des bons profils tech, donc on essaye déjà de bien les accueillir. Et là, on a encore plus travaillé ce nouveau mode de fonctionnement, en fait. Très bien. Et donc ça, c'est un sujet, c'est vrai, le télétravail, parce qu'on a, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi pour le bus, hein, il faut cette partie virtuelle qui est pratique, évidemment, parce que là, on est ici tous ensemble et c'est plus pratique, mais c'est bien aussi d'aller au contact. Et puis, c'est vrai que dans une entreprise, on se rend bien compte qu'il y a des petites choses qui se passent dans les couloirs, dans la machine à café, et des petites idées. Et c'est pas forcément le 100% télétravail, à part effectivement, Émilie, comme tu dis, dans certaines startups où il y a du codage et tout ça, où ça peut se faire à distance, mais c'est vrai quand même que on a besoin de se voir. Hein, là Ouais, même ça peut faire à distance, en fait. On n'a pas les signaux faibles à distance, en fait. Voilà, quand on sent qu'il y a, voilà, c'est du feeling, et ce feeling, il est quand même vachement plus dur à percevoir à travers en 2D, en fait, quoi. Voilà, c'est un peu plus compliqué. Après, on apprend à le faire, quoi, petit à petit. Pierre-Antoine, de ton côté, chez Bouygues Télécom Entreprise, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? En fait, nous, on fait partie des métiers, je dirais, qui ont été au cœur de la tourmente, hein, sur les télécoms, en fait. Ce qui est intéressant, ce qu'on voit, c'est que nous, on estime que la transformation a gagné 5 ans. C'est-à-dire que je recommande à tous nos auditeurs, je ne sais pas si vous connaissez tous le BPI Lab. Hein, le BPI Lab est un organisme indépendant qui fait des études tous les ans, beaucoup sur la transformation des PME, des ETI. Ça progresse chaque année de quelques pourcents. Ça va toujours dans le bon sens. Hein. Moi, j'attends la prochaine. C'est-à-dire que, et pourquoi? Parce que en fait, le dirigeant, il n'a pas le temps, et il a plein d'envies, il veut faire plein de choses, mais finalement, voilà, ça passe après plein d'autres trucs bien plus importants pour lui, c'est-à-dire son business et ses clients. Et là, en fait, il l'a vécu. C'est-à-dire qu'il a expérimenté que là où il n'avait pas d'appli, il a été sur le web, il a pris des trucs gratuits, puis il s'est rendu compte que ça marchait quand même super bien. Hein. Voilà, donc tout d'un coup, il a expérimenté. Il a vécu aussi que il n'avait pas le bon accès, que Teams c'est un super outil, mais qu'il pouvait pas mettre la vidéo parce que en ADSL au fond de son jardin, ça marchait pas super. Et donc, en fait, c'est ça vraiment le truc. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a une vague. Nous, on voit bien, la vague est montée très fort. Hein, on a multiplié par X et la consommation et la livraison de galets, etc. Mais qu'en fait, c'est pas complètement redescendu. Et on le voit bien sur les chiffres. Hein, nous, on a cet avantage. On voit passer des millions et des millions et des millions d'utilisateurs. Et c'est très clair, les courbes sont pas redescendues en usage. C'est-à-dire que, alors évidemment, elles sont plus au top. Hein. Il y a une courbe que je vous montrerai si vous voulez un jour. C'est nous, on suit les semaines et les week-ends en usage des télécoms hein, à la maison. Alors forcément, le week-end est très haut, la semaine est très bas parce qu'à la maison, il n'y a pas grand monde. Et là, on était au top tout le temps. C'est-à-dire que toute la semaine était au niveau effectivement de la. Et en fait, c'est pas redescendu au niveau d'avant. Donc on voit bien là fondamentalement, concrètement, que quelque chose s'est passé, que ce soit dans les usages data en mobilité, que ce soit dans les usages data. Donc il a vécu, le dirigeant d'entreprise a vécu ça. Et ça, je pense que c'est vraiment un sujet fondamental. Il a bidouillé, il s'est rendu compte que finalement ça marchait bien. Il sait quand même, nous, la première chose qu'on a vue, c'était il y a des gens que j'arrive plus à joindre. En fait, parce que dans les entreprises, il y a une petite minorité, dans les PME, une petite minorité qui peut bosser en télétravail, les cadres, les dirigeants. Il y en a quand même beaucoup, à qui l'entreprise ne donne pas de téléphone mobile parce que ils sont sédentaires, etc., etc., ils sont techniciens. Donc déjà, ils nous ont appelé en disant, moi, il y a des tonnes de gens, je sais, dans mes équipes, je sais pas les joindre, j'ai pas leur numéro de perso à la maison, je sais pas, voilà. Donc déjà, il y a eu cette logique-là qui était vraiment étonnante. On a alors c'était beaucoup sur les hôpitaux, par exemple, qui nous ont dit, mais donnez-nous des cartes SIM. Il y a des gens qui arrivent, je sais pas discuter avec eux. Donc ça, c'était vraiment quelque chose d'assez frappant. C'était la première chose. Et puis d'autres qui pouvaient plus accéder à ce qu'il y avait dans leur entreprise parce qu'ils n'étaient pas dans le cloud. Et puis quand il y a personne dans l'entreprise, on n'y accède plus. Donc vraiment, nous, en tout cas, je ne sais pas quel est le monde d'après. Ce que je suis certain, c'est que l'accélération est énorme, pas parce qu'ils ne le savaient pas, ils le savaient pertinemment, tout le monde le sait. Je veux dire qu'il faut aller sur le numérique, on est conscient. Mais c'est devenu, ils l'ont testé, ça marchait, et donc ils vont se rendre compte qu'il y a des choses très simples qu'on peut faire pour que ça se reproduise pas, parce qu'en fait, le court terme, il est, est-ce que ça va se reproduire?
et moi, je vais être un petit peu dure, hein, Pierre-Antoine, mais c'est vrai qu'il y a aussi ces histoires de zones blanches, parce que là, on parle de ceux qui ont accès, qui peuvent Oui, avoir accès, mais il y a eu des entreprises dans les régions, dans les campagnes, qui étaient des entreprises, très bonnes entreprises, et qui ont eu un vrai souci, un vrai problème pour être en télétravail, et puis pour le problème de réseau. Donc c'est vrai que ça, on a hâte que justement Bouygues Télécom entreprise puisse installer de la fibre partout. Il reste 1% de la population qui n'est pas couvert, et quand on se promène en France, on se rend compte qu'1%, c'est beaucoup, hein, mais voilà, effectivement. Mais, et la deuxième enseignement, quand même, c'est que jusqu'à personne ne savait, mais les réseaux ont tenu. Ouais. C'est-à-dire que, et je dis personne ne savait, hein, on ne va pas se la raconter, hein, personne n'avait anticipé ça, donc on peut dire ce qu'on veut, hein. Les réseaux ont tenu. Bon, Netflix et autres, c'est quand même 65% de la bande passante en France d'Internet, hein. Je ne sais pas si vous avez cette notion, mais voilà, tous nos amis, la vidéo, ça représente 65% de tout l'Internet en France, hein. Enfin, c'est juste monstrueux. Bon, ils ont fait des efforts, ils ont limité la bande passante, mais les réseaux ont tenu, et ça, c'est quelque chose quand même qui est à remarquer. C'est-à-dire qu'on n'était pas couvert, certes, mais après, ça a permis quand même. Et voilà, c'est une vraie satisfaction, en tout cas. Super. Donc, vous avez tous répondu à cette question. Je pense qu'on va passer à la question sur la transformation numérique, parce que c'est assez intéressant là, par rapport à tout ce que vous venez de dire. Donc, on a vraiment vu cette tendance émerger, là, qui était la prise de conscience que la transformation numérique était la solution finalement pour attaquer ce nouveau monde. Et il y a eu une prise de conscience des dirigeants, de leur retard, etc. Donc là, c'est en tout cas, Pierre-Antoine, ce que tu disais, ce que certainement la BPI Le Lab va sortir comme chiffre, c'est que la digitalisation des entreprises va s'accélérer dans ce monde d'après. Vous, de votre côté, quel conseil extrêmement concret vous donneriez à un chef d'entreprise, quelle que soit sa taille et quelle que soit son activité, pour lancer sa transformation numérique et pour le rassurer pour ça? Vraiment, quel est peut-être un conseil concret chacun? Et Nathalie, si tu veux, on commence par toi. Tu veux bien? Si tu veux, hein, sinon. Oui, bien sûr. Non, non. Alors, je vais en donner deux. Le premier, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, et Pierre-Antoine l'évoquait sur l'accessibilité et la joignabilité des clients ou des collaborateurs. Ça, c'est un conseil majeur qui est un conseil que je trouve vraiment essentiel, qui est de dire demain, si on devait à nouveau revivre un phénomène comme celui qu'on a vécu, il faut s'assurer d'avoir les coordonnées joignables de ses clients et de ses partenaires pour assurer la continuité de l'activité. Donc, c'est checker régulièrement son portefeuille de clients, ses contacts, et s'assurer que les adresses e-mail sont valides, que les numéros de téléphone sont à jour, valides, pour garder cette continuité. Et après, je pense qu'on est tous devenus très dépendants du digital. Alors, on l'est déjà beaucoup dans notre vie personnelle, mais je trouve que dans le monde de l'entreprise, on s'est rendu compte qu'on avait maintenant cette dépendance du digital pour rentrer en relation avec nos clients, pour faire des affaires, faire des contrats, et que ça devenait un asset précieux, et que cet asset-là, digital, il fallait l'assurer, le protéger. On a vu, nous, pendant toute cette période, une montée des fraudes extrêmement forte, avec des faux sites, avec des personnes extrêmement malveillantes, et avec cette nécessité pour les petites entreprises de se protéger au maximum pour éviter finalement de voir tout ce qu'elles ont construit sur le digital se détruire rapidement. Et donc c'est vrai que moi je parle en tant qu'assureur, se protéger des risques cyber par exemple, mais aussi s'assurer, faire un audit et vérifier qu'en termes d'outils de conformité, ce soit au bon niveau, suffisamment stable, suffisamment sécurisé pour que ça tienne dans le temps. Je vais renforcer, hein, c'est 87% d'augmentation cyber pendant la période. Voilà. Nous, on mesure tout, on a 87% d'augmentation, et il y en avait déjà beaucoup avant, hein, juste pour. On ne passe pas de zéro, c'est énorme. Les attaques, la fraude, c'est énorme. Ça devient un risque majeur et ça peut planter toute une activité. Donc le conseil très concret aussi par rapport à ces fraudes, c'est toujours la même chose, c'est vérifier ses mails, ne pas cliquer sur changer ses mots de passe, ne pas cliquer sur un lien qu'on ne connaît pas. Vous voyez, c'est techniquement bien vérifier l'adresse mail, et ne pas cliquer sur un lien qu'on ne connaît pas. Voilà, concrètement, finalement, il y a eu tellement, quand
bon, il y a eu cette cybersécurité, enfin, ces cyberattaques qui sont dues finalement à une action humaine derrière, sur un mauvais. Mais il y a également eu des attaques cyber parce que les entreprises avaient peur du cloud, ce fameux nuage, et n'avaient pas forcément sécurisé leurs données ailleurs que dans leur entreprise, où là, on sait que 8 PME sur 10 sont attaquées parce que les hackers savent que les données vont être dans l'entreprise, et que c'est plus facile d'aller les chercher là où elles sont plutôt que de les mettre dans le cloud. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Thomas, par rapport à la cybersécurité? C'est un vrai sujet. La question, c'est plus comment on y va et comment on fait. Donc, pour en avoir beaucoup discuté avec des représentants de ces PME, tous les adhérents sont bien conscients que la cybersécurité, ça doit être la priorité. Mais tous se disent, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas ce que c'est qu'une authentification multiple. Je ne sais pas comment me prémunir du phishing. Je ne sais pas comment protéger mes données. Qu'est-ce qu'on leur dit? Voilà. Donc, moi j'ai deux conseils. Hein. Le premier, c'est il faut pas vouloir prétendre tout faire soi-même. Donc, il faut absolument se faire accompagner par ses fournisseurs. En revanche, si vous voulez un bon accompagnement, il faut que vous soyez en capacité de challenger vos fournisseurs. Parce que vos fournisseurs, ils vous vendront ce qu'ils vous vendaient avant la crise. Donc, probablement des choses assez traditionnelles. Et si eux-mêmes n'ont pas évolué dans leur modèle économique ou leur offre autour du cloud computing, il y a très peu de chances qu'ils puissent vous accompagner dans le futur. Donc, ça veut dire, deuxième conseil, il faut vous former. Former. Et former, c'est surtout construire cette culture de l'apprentissage. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi, même dans une TPE, même dans un collectif de freelance, il faut dispatcher des rôles pour qu'il puisse y avoir des référents sur des sujets, pour faire de la veille permanente, pour être en mesure justement de travailler sa transformation numérique au long cours. Voilà, ça peut pas être l'apanage que du dirigeant ou que d'une personne un peu geek dans la structure. Il faut que ça devienne quelque chose de beaucoup plus généralisé. Donc ça, c'est vraiment aussi un autre conseil. C'est pas un sujet en tant que tel, c'est le sujet de l'entreprise. La vente en ligne, on l'a vu pendant la crise. Beaucoup de PME se sont mises à regarder des plateformes pour référencer leurs produits et vendre en ligne. Bon, c'est une chose, mais si vous n'avez pas fait toute la partie référencement du produit, marketing, etc., être sur un site qui fait juste une transaction, on finit pas le geste. Donc, sur chacun des sujets, que ce soit le financement, le travail collaboratif, le e-commerce, la cybersécurité, il faut qu'il y ait un référent dans l'entreprise pour pouvoir justement opérer sa transformation au fil de l'eau. Ça, c'est vraiment très, très important. Voilà. D'accord. Émilie, là, on parle quand même des entreprises qui ont déjà, on parle des PME, et par rapport aux TPE, qui sont quand même des plus petites entreprises, on peut pas avoir un référent. Donc, est-ce que ça veut dire que le dirigeant TPE, parce qu'on a beaucoup aussi derrière l'écran, on a beaucoup d'indépendants ou d'entreprises, de petites entreprises, est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'il ait toutes les casquettes? Et Gaëtan, tu veux répondre à ça? Forcément, quand tu es tout seul, tu es obligé d'avoir toutes les casquettes. Quand tu es peu nombreux, c'est un peu le dirigeant qui a les casquettes qui restent. Et donc, pour moi, le maître mot là, c'est ne jamais rester seul. Et d'ailleurs, je trouve ça très amusant, c'est que ce qui s'est passé pendant cette crise, c'est que avant la crise, c'était quand même super bien vu et super à la mode de dire dans les dîners en ville que, bien entendu, tel patron moi, patron de PME, je travaille à ma stratégie internationale et à mon développement international. Et finalement, ce qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui, on a redécouvert qu'avoir un tissu local d'entreprises riches et que je connais et qui me connaissent et avec lesquels on est capable d'échanger régulièrement, etc., c'était quand même vachement précieux parce qu'il y en a un qui est capable de fabriquer les masques, l'autre qui est capable de vous fournir du gel et moi je peux lui fournir à manger par exemple. Donc tisser son tissu local de contact de PME, de dirigeants, ça permet de pas rester seul. Ça permet d'échanger en cas de coup dur et ça n'empêche pas, bien entendu, malgré tout, de viser loin et de viser l'international.
Et je veux bien partager avec vous une petite anecdote qui m'est arrivée là récemment. Il se trouve que je suis engagé dans une entreprise qui fabrique et qui vend du vin, en plus de mon métier chez Cantis. Et on a participé à un salon international du vin il y a quelques semaines. Donc tout digital, bien entendu, puisqu'on n'avait pas le droit de se réunir. Donc quand vous vous dites ça, vous dites c'est pas possible, on peut pas déguster du vin par Zoom ou par je sais plus ou par Teams, pardon Thomas. Et en fait si, puisque les acheteurs qui étaient des acheteurs du monde entier venaient visiter les domaines présents sur les stands qui étaient digitalisés, et puis demandaient des échantillons qui étaient ensuite envoyés par la poste, parce qu'il faut bien qu'ils soient envoyés physiquement pour le coup. Et après, là en ce moment, c'est en train d'être opéré. Il y a des dégustations qui s'organisent via Teams, où l'acheteur a son échantillon, le vigneron est de l'autre côté de son écran, et du coup, il peut y avoir échange. Donc finalement, tisser son tissu local, enfin tisser son réseau local de dirigeants de PME n'est bien entendu pas antinomique avec viser un développement international. Et donc pour moi, c'est finalement un des enseignements de tout ça. On savait déjà que le collaboratif et le digital étaient extrêmement liés. Mais là, on a découvert que ça ouvrait des horizons encore plus forts. Ceux qui étaient peut-être encore craintifs sur le collaboratif, je pense qu'aujourd'hui, il ne doit plus en rester beaucoup. Et ceux qui ne voyaient pas ça comme une opportunité de développement fort, encore une fois, aujourd'hui, ça ouvre des opportunités. Et chez Cantis, on le voit puisque nos PME qui se rassemblent depuis très longtemps pour acheter ensemble, aujourd'hui, elles n'hésitent plus à se rassembler pour vendre ensemble, par exemple, parce que vendre ensemble, ça peut présenter des tas d'intérêts. Je peux même vendre avec des concurrents, éventuellement, dans certains cas. Voilà. Donc, tissons notre tissu local pour pouvoir viser à l'autre bout du monde. Très bien. Moi, je suis un peu désespérée. On a perdu Émilie, qui a un problème de connexion. Je crois qu'elle nous entend. Bon, on va essayer de la faire revenir. Du coup, Pierre-Antoine, si tu veux répondre à la question, un exemple de bonne pratique à suivre et quel conseil tu donnerais à ces entrepreneurs pour faire leur premier pas vers le numérique? Alors des conseils, je sais pas, parce que je sais pas si je suis mieux placé pour donner des conseils, parce que quand je vois un peu l'ensemble de ce qu'ils ont à affronter, non, je pense qu'effectivement, d'abord en fait, je suis presque certain que transformation digitale, et on le voit bien dans toutes différentes études, c'est-à-dire que bon, ils lisent la presse, on leur explique qu'ils devraient le faire, et puis bon, mais c'est quoi, mais comment? Donc, je pense qu'en fait, il faut prolonger l'expérience, c'est-à-dire faire la liste déjà de tous les freins qu'ils ont rencontrés. Faire la liste des freins qu'ils ont rencontrés, c'est-à-dire, je pense que la première chose, c'est qu'est-ce qui a empêché de travailler dans de bonnes conditions, hein, et je pense que c'est la liste de ça, c'est-à-dire qui on n'a pas pu joindre, pourquoi. Aujourd'hui, on peut. Alors, c'est un des exemples qu'on a fait nous, par exemple. J'ai donné cet exemple, c'est pas pour faire de la pub, mais finalement, on nous a demandé des cartes SIM pour 2 mois, et puis nous, dans nos offres, on n'avait pas de carte SIM pour 2 mois. Donc, on l'a fait parce que c'est du manuel et qu'il faut le faire, hein, et puis on l'a fait parce que nos clients et nos prospects nous le demandaient, mais peu importe. Donc, finalement, on s'est dit, il faut pouvoir le faire. Ça n'a pas de sens de ne pas pouvoir le faire. Donc, moi, je pense qu'en fait, il faut faire la liste des choses qui les ont empêchés de travailler. Regardez, ils ont toujours quelque chose en face, hein. Il y a un vieux PABX, il y a un vieux système, etc. Et puis ces trucs-là, il faut les mettre dans le cloud, il faut le faire tout de suite, d'accord? C'est-à-dire peut-être pas se lancer dans une grande transformation pour passer au collaboratif, etc., etc. Mais déjà, ce qu'on a, des choses toutes simples comme la téléphonie, la visio, enfin il y a plein d'outils, les mettre dans le cloud. La même chose. Bonne nouvelle, en général, ça coûte moins cher sur la durée quand on a tout, hein, donc on fait des économies. Et puis, on s'affranchit de toute contrainte physique. C'est-à-dire qu'on est à l'intérieur, on est à l'extérieur, l'entreprise, elle continue à travailler pareil. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, et je vais faire un peu de pub aussi, c'est faut pas être freiné par la techno. C'est-à-dire que la fibre amène ça. La fibre, c'est pas juste la performance, c'est ne plus avoir à se préoccuper de est-ce que ça va passer, est-ce que je vais avoir des problèmes.
Et ça, je pense que c'est vraiment fondamental. La fibre aujourd'hui qui a été développée parce qu'elle est venue par le grand public, donc très peu cher, quasiment partout. Je crois qu'aujourd'hui, sur du FTTH, on doit couvrir 65-70% des sirettes. Alors, il en reste encore 30, tu vas me dire, Lalé, qui n'ont pas la fibre. Mais je dirais que déjà, il y a 2 ans, on n'avait quasiment pas. Et c'est quelque chose d'accessible. Du moment que c'est bien fait, que c'est totalement sécurisé, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça tombe en panne, ça permet juste de pas te dire je veux la fibre, mais je m'affranchis complètement de tout ce qui va se passer derrière. Je sais que dessus, je vais tout passer et que j'aurai pas de problème de bande passante, j'aurai pas de problème pour accéder à mes données. Je pourrais construire demain. Donc voilà, moi mes conseils, c'est déjà la communication, il faut que ça marche, il faut que les clients puissent vous appeler. Les clients qui ont appelé le 01, le standard, là, ils ont laissé des messages parce qu'il y avait personne derrière. Franchement, il y a des solutions totalement robustes, qui marchent extrêmement bien aujourd'hui. Elles sont sur le cloud, elles font faire des économies. Voilà. Et la deuxième, c'est la fibre, parce que finalement, là où il n'y a pas de fibre, faut être honnête, les entreprises qui malheureusement sont des zones où il n'y a que du DSL, alors elles peuvent mettre de la 4G, mais c'est quand même pas tout à fait pareil, même si ça marche bien. Mais c'est un frein. Voilà. L'accès aujourd'hui Internet est vital pour le business, et s'il n'est pas au niveau, c'est devenu un frein. Voilà, il y a des offres 50, 60, 70 euros où il y a tout dedans aujourd'hui, bien loin des offres traditionnelles qui existaient avant. Et c'est ça qui est le socle sur lequel ensuite on va se poser la question, évidemment, du business, tout ce qui est la transformation digitale. Mais voilà, faire des choses simples, déjà transférer ce qu'on a à l'intérieur, à l'extérieur, pour moins cher et pour plus efficace. Et ensuite, réfléchir au business. Mais ça, je reviens au BPI, il le dit très bien. Le patron d'entreprise, c'est lui à un moment qui a une vision métier, non pas numérique, mais métier de comment il doit faire évoluer son entreprise. C'est pas un expert du digital, mais il sait comment on parle à ses clients, comment on les développe. Il a une vision de comment il veut tenir le lien avec eux. Et c'est ça, finalement, la transformation digitale. C'est juste comment je bosse sur la durée avec mes clients, comment ils me trouvent, comment je les suis. Et tout ça, c'est bien plus difficile que les télécoms. Les télécoms, ça sert juste à Et je pas être un frein. rebondirai du coup avec Émilie là-dessus par rapport aux startups, parce que finalement, c'est aussi comment utiliser toutes ces solutions qui existent, toutes ces startups extraordinaires qui créent des logiciels et finalement qui n'ont qu'un seul but, c'est vraiment donner des outils de productivité pour digitaliser différents secteurs de l'entreprise pour que le collaborateur puisse se concentrer sur son cœur de métier et puisse avoir des logiciels pour les aider. Je pense à des logiciels de finance comme CashLab. Je pense à Trouve, qui est plus pour les agences d'intérim. Et toi, Émilie, qu'est-ce que tu as vu toi dans ton écosystème de start-up comment ça s'est passé finalement ce post-confinement on a beaucoup parlé des levées de fonds qui ont été un petit peu ralenties. Qu'est-ce que tu as vu toi émerger et dans ce monde-là finalement, parce que ça reste, ce sont des entrepreneurs les start-upers. On sépare souvent l'économie, on va dire l'ancienne, l'économie classique avec l'économie des start-up, mais ça reste des entrepreneurs. Qu'est-ce que tu as vu toi, Émilie? Je sais pas si tu m'entends parce que tu avais un problème. Ah non, je crois qu'Émilie a un problème de réseau. Ah si, tu nous entends? Émilie, est-ce que tu nous entends? Non. Je crois que peut-être que quelqu'un d'autre veut répondre à cette question. Émilie, non? Non. Gaëtan, sinon, alors une autre question, hors start-up, qu'est-ce que tu as vu, toi? Ah non, Émilie est disparue. Qu'est-ce que tu as vu, toi, par exemple, une super idée, une idée sympathique? Qu'est-ce que tu as vu de plus sympathique qui a émergé de ce confinement, finalement, dans les idées, en lien évidemment, avec les entreprises, les entrepreneurs, les start-up, la transformation numérique? J'ai en fait comme finalement beaucoup de choses qu'on a vues pendant cette période, c'est pas forcément toujours des nouveautés, mais c'est des accélérations de choses qui avaient été entamées avant. Dans nos adhérents, on a un certain nombre de grosses PME et d'ETI qui se regroupent ensemble parce qu'elles sont toutes issues du métier du bâtiment et des travaux publics. Donc, elles se rencontrent régulièrement pour travailler ensemble sur des innovations qu'elles souhaitent mener en commun. Et depuis quelques mois maintenant, elles ont décidé de bâtir des partenariats avec des startups. Et donc, finalement, pour le dire un peu vite, une PME ou une ETI parraine plus spécifiquement une startup qui a été choisie. Et comme elles sont une dizaine, finalement, il y a 10 entreprises d'un côté avec 10 startups de l'autre.
Et du coup, bien entendu, quand arrive ce qui nous est arrivé, ce genre d'initiative prend encore plus d'intérêt, puisque finalement, ça permet de réfléchir, est-ce que demain, je peux imaginer de digitaliser mon entreprise de BTP? Bon, a priori, vous me direz, ça peut paraître compliqué parce qu'il faudra toujours quelqu'un pour venir poser un toit sur le bâtiment ou creuser un trou dans le sol. Mais ceci dit, peut-être qu'en revisitant un certain nombre de façons de faire, ça permet d'être plus efficace. Donc, ce genre d'initiative qui était peut-être le lot de quelques pionniers avant le confinement, je pense qu'aujourd'hui, il va avoir tendance à se généraliser. Voilà, si je devais ressortir un point, ce serait ça. Nous, par exemple, chez Quantis, on a développé depuis 2 ans une plateforme digitale qui permet de donner accès à l'ensemble de nos offres à nos adhérents plus facilement. On a profité de ce temps de confinement pour accélérer aussi là-dessus et sortir des nouveaux outils ou des nouvelles versions en ce moment et dans les semaines qui viennent. Voilà, donc ça accélère des tendances et du coup, ce qui est chouette par contre, c'est que ça accélère l'innovation dans les entreprises, parce qu'on sait bien que c'est en période de tempête qu'il faut trouver une nouvelle solution. Oui, donc en fait, ce qu'il faut finalement retenir pour tout le monde, c'est que quelle que soit la taille ou le secteur d'activité, il y a des solutions pour se digitaliser. Quand tu parlais de BTP, nous, chez Adopt le Digital, on avait rencontré des décolteurs dans la vallée de l'Arve à Cluse qui nous disaient, nous, la digitalisation, nous, on coupe de l'acier et pourtant, ils faisaient 10 millions de chiffres d'affaires, ça ne nous concerne pas. Et quand ils ont réalisé que finalement, si ils avaient la possibilité, par exemple, de faire appel à une start-up qui s'appelle System ou qui crée des boîtiers à poser sur une machine, qui va lui dire si la machine vibre, va tomber en panne, on appelle ça la maintenance prédictive. Et quand on a expliqué ça finalement à ce décolteur, il a dit ah bah oui, effectivement, ça m'intéresse de savoir si ma machine va tomber en panne dans 2 jours. Donc tout à coup, pour lui, le digital, c'était simplement être sur Facebook ou avoir un objet connecté. Et lui, il a compris l'intérêt de sa digitalisation en se mettant finalement, en utilisant, c'est ce que je voulais dire, ces startups qui ont des outils extraordinaires pour aider, quel que soit le secteur d'activité. Ça me fait penser à une discussion que j'avais ce week-end avec un œnologue qui dirige un domaine viticole et qui me parlait de sa formation. Et il disait que, notamment, il avait été formé à l'hydraulique, à savoir comment fonctionne une machine à hydraulique, etc., etc. Et en fait, je lui disais, mais maintenant, en fait, il faudrait aussi que vous soyez formé au digital. C'est-à-dire que, bien entendu, l'œnologue, le maître de chez, il n'a pas besoin d'être un spécialiste de l'hydraulique. En revanche, il a besoin de comprendre comment ça marche, parce que quand il a un problème, il va savoir discuter avec les spécialistes. Et en fait, le digital, c'est pareil maintenant. C'est que ça fait partie des outils qu'il faut avoir dans sa besace, sans devenir un spécialiste, mais qui permettent de couvrir ces champs-là lorsqu'on réfléchit à une problématique dans l'entreprise. Je vois le temps qui passe. Il reste 7 minutes. Si vous voulez répondre au sondage pour avoir un prochain webinar un petit peu plus précis sur la transformation numérique, parce qu'on va faire un petit tour de table, enfin un tour d'écran pour conclure. Ce webinar était vraiment le lancement d'une série qui sera beaucoup plus précise sur chaque thème de la transformation numérique. Là, on a fait un point un peu global sur la situation actuelle. Je remercie vraiment mes partenaires de nous suivre sur cette aventure, car sans vous, on n'aurait pas de bus, même de Webusnar virtuel. Nathalie, je vais te laisser conclure si tu veux bien par rapport à cette situation. On avait décidé de faire quelque chose d'énergique et de positif en disant le monde d'après, comment tu le vois? Moi, j'ai peut-être un point complémentaire. Alors, le monde d'après, je le vois évidemment très digital, mais pas que. C'est-à-dire que l'humain, à mon sens, va rester essentiel et va avoir une place centrale. Donc, c'est trouver la bonne complémentarité entre la place de l'humain dans les relations commerciales, dans le relationnel avec ses clients, et d'y ajouter la bonne dose de digital. Je trouve en revanche qu'on a vu que la consommation du digital, les temps passés sur les réseaux sociaux, sur la toile en général, ont évidemment explosé pendant le confinement et que ça milite encore plus pour que les PME puissent élargir et optimiser leur présence sur le digital et vraiment de veiller à ce qu'ils aient tous
toutes les choses en place pour être présent sur les réseaux sociaux, être présent sur les recherches, être présent en référencement, sur les avis, sur Google et scanner un peu cette présence digitale et l'optimiser au maximum pour l'assurer et garantir la réputation au global et pour avoir cette double présence digitale mais aussi physique qui à l'avenir va rester quand même essentielle. Bien sûr, merci Nathalie. Thomas, tu veux conclure de ton côté avec ta vision Microsoft? Tu m'entends? Oui, donc je rejoins effectivement le commentaire, c'est que je pense que l'humain sera encore plus important. On a beaucoup parlé de solidarité locale tout à l'heure. On a plusieurs de nos clients qui sont notamment dans la mode, dans les vêtements, qui militent activement aujourd'hui pour trouver un modèle de réindustrialisation rentable en France, produire en France, et qui s'associent entre eux. Et je trouve que ce qui s'est passé, en tout cas, toute cette jeune génération d'entrepreneurs qui arrive sur le marché, qui veut relocaliser, redonner du sens, créer du lien social, créer une forme de solidarité locale qu'évoquait Gaëtan tout à l'heure. C'est vraiment en tout cas ce que nous verrons en tout cas pour nos générations, les générations qui arrivent. Et le digital est là pour aider, mais c'est clairement pas une fin en soi. Donc quelqu'un de Microsoft qui dit ça. Donc il faut repartir vraiment de son métier, absolument. Et puis continuer à travailler ensemble pour imaginer demain. Thomas, je te coupe, excuse-moi parce que je vois des questions. Donc Florence, vous avez demandé le nom de la start-up pour la boîtier maintenance prédictive. Je vous l'ai donné, c'est Assystom. Et Luc, vous nous demandez pour ces données comment être sûr et certain de la sécurité sur le cloud. Il nous reste 3 minutes. Donc, merci à tous, mais quelqu'un va terminer parce que je sais que le webinaire va nous couper. Donc, comment on peut rassurer Luc pour ces données sur le cloud qui seront beaucoup mieux protégées que si elles restent dans un serveur dans l'entreprise? Qui veut répondre à ça? Pierre-Antoine, pour finir? Enfin, moi, je pense qu'en fait, à chaque fois qu'on les interviewe, elles disent ce qui compte, c'est moins qu'elles soient hackées que de pouvoir continuer à travailler avec. Hein. Donc, c'est deux sujets différents, c'est-à-dire qu'elles doivent être disponibles. Et effectivement, il y a être fixé et être hacké de quelqu'un qui ferait du piratage industriel. Donc, il y a aucun doute aujourd'hui. Hein, le cloud est réparti partout, le cloud souverain. Tout ce qui existe après, il faut juste choisir des entreprises qui vous garantissent qu'elles ont mis en place ce qu'il fallait. Hein, donc ça, on revient à un sujet. Mais non, il y a pas de doute que les données dans le cloud aujourd'hui en 2020 sont nettement plus sécurisées que quand elles sont au sein de l'entreprise. Ça, je veux dire, il y a plus aucun doute là-dessus. Alors après, je parle pas de données militaires. Alors pourquoi, on pourrait revenir à la base, pourquoi ces données, pourquoi ce fameux cloud qui finalement est bien plus sécurisé fait peur? Est-ce que c'est quelque chose? Pourquoi ça fait peur? C'est comme avec des collaborateurs. Mais parce qu'il faut s'y intéresser, parce que c'est compliqué, non mais parce que c'est dur, parce que c'est complexe, parce que c'est un autre métier, parce que c'est pas le leur, hein, je veux dire tout simplement. Hein, donc c'est un vrai sujet le digital. Et moi je crois, je vais finir là-dessus. Je veux dire, la conscience est là. Après, est-ce que le dirigeant trouvera plus de temps? J'ai un peu de mal à le croire parce que son business c'est son business, donc il doit avoir les bons partenaires. Je pense qu'il y en a qui sont là. Mais parce que juste, c'est un métier, le digital, et que le dirigeant, il a un autre métier qui est de faire tourner sa boîte. Que ça s'accélère au niveau des questions et que finalement, ce qu'on souhaite, c'est avoir des questions extrêmement précises. Donc, je répète que les prochains webinars, il était parfait ce webinar avec vous, mes chers partenaires. Hein, je vous adore. Mais le prochain, il sera vraiment extrêmement ciblé sur des questions que ces entreprises se posent extrêmement précises. La cybersécurité, le cloud, les réseaux sociaux, comment je fais pour être présent, comme tu disais Nathalie, comment je fais pour être présent sur Google quand on me recherche, etc. Je crois que ça va s'arrêter dans quelques secondes. En tout cas, je vous remercie. Nathalie, tu veux dire un dernier mot? Je donne la parole aux filles. Émilie, on l'a perdue. Je suis désespérée de t'avoir perdue. Émilie, je crois que tu nous entends, mais tu ne nous vois pas et on ne te voit pas. Nathalie, je te laisse le mot de la fin.
Non, bah, je voulais vous remercier et puis dire que voilà, moi je pense qu'il faut être convaincu, faut y aller, faut tester, il faut s'y mettre. Voilà, le digital, bien évidemment qu'il faut être bien accompagné, avoir de l'expertise, mais il faut tester et apprendre en marchant. Et c'est comme ça que la roadmap ensuite se construit. Faut y aller. Nathalie. Gaëtan, ton mot de la fin? Moi, je dirais que c'est ensemble qu'on a trouvé des solutions pendant cette crise. Donc, c'est ensemble qu'il faut continuer à travailler pour trouver des solutions, pour augmenter les performances de son entreprise. Aujourd'hui, ensemble, on peut trouver des solutions, on peut se mettre au digital. Donc, voilà, ensemble, on va plus loin. Très bien joué. Et Pierre-Antoine, tu me fais un petit mot de conclusion? On est fait pour être ensemble. Chacun va sortir sa phrase. Moi, ça me va bien. Moi, c'est l'humain. Faut partager, faut partager. J'ai trouvé ça très intéressant. C'est l'humain. L'humain, il a fait preuve de sa débrouillardise pendant ça. Il lui suffit d'avoir les bons outils. Et donc, je pense qu'à un moment, il y a quand même ça. C'est-à-dire que l'humain se débrouille bien. Il a fait la preuve qu'il arrivait avec à affronter la crise. On a Pierre-Olivier Rousseau qui nous dit « Aider les industriels à avancer, bravo ». Donc, il faut absolument, c'est vrai que les industriels, les entreprises industrielles ont un peu plus de mal à imaginer leur transformation numérique parce qu'ils imaginent que ce sont les réseaux sociaux ou un objet connecté. Mais en fait, quel que soit vraiment le secteur et surtout les PMI, c'est très important qu'elles lancent leur transformation numérique. Thomas, je te laisse le dernier vraiment mot de la fin. Je ne sais pas comment ça va s'arrêter. Donc, on fait des mots de la fin, mais j'avoue que je sais pas comment ça va s'arrêter. Donc, je sais pas si c'est moi qui dois cliquer ou si tout à coup on est coupé. Donc, c'est toi qui dois arrêter, je crois. C'est moi qui arrête? D'accord. Bon, Thomas, je te laisse le dernier mot. Bah, juste merci et puis pourvu que ça dure. Eh ben, ça va durer. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Lalé. Merci. Je vous invite à vous connecter sur nos réseaux sociaux et à vous inscrire à la newsletter pour avoir la date et le thème du prochain webinar qui sera extrêmement concret sur un sujet précis de la transformation numérique. Et quant au lieu, le lieu, il sera toujours le même, derrière l'écran. Donc ça va être vachement plus facile et vachement plus simple pour tout ça. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à tous d'avoir été connectés derrière votre ordinateur aussi. Et j'attends évidemment vos retours plus et moins pour toujours s'améliorer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao.